Ces dernières années et décennies, la santé mentale a souvent été le parent pauvre des politiques publiques, mais aussi du débat public. Et face aux crises multiples de la santé, certains sujets sont clairement identifiés dans les médias, comme celui des urgences ou les maternités, quand d'autres sujets, comme la santé mentale ou le grand âge, ont trop longtemps été moins mis en avant. Et il faut absolument que cela change. Et c'est en train de changer grâce à la mobilisation des acteurs de terrain. La santé mentale est un sujet de moins en moins tabou, et c'est tant mieux. La pandémie et la priorité donnée aux nécessaires mesures de freinage du virus ont eu des conséquences très fortes sur la santé mentale, et notamment celle des jeunes. Et nous le voyons aujourd'hui, en période post-crise, les besoins ont explosé. Et je veux insister sur deux idées. D'abord, la santé mentale concerne toutes les politiques publiques, de l'aménagement du territoire au rapport du travail, en passant par le numérique. Et nous avons besoin de faire de la santé mentale une priorité politique interministérielle. Et ce sujet doit être présent dans toutes les réformes, y compris dans les évolutions locales que nous souhaitons pour construire des villes du care, du bien-être, qui prennent soin de la santé et du bien-être de leurs habitants. Ensuite, il faut bien évidemment des moyens, investir dans l'attractivité des métiers, dans les outils qui permettent de faciliter les campagnes de prévention. Et pour les communes, cela peut se faire à travers notamment, ou à titre d'exemple, par les contrats locaux de santé. Oui, nous devons accélérer parce qu'il s'agit également de préserver l'avenir. Bonjour et bienvenue dans Échos urbains. Vous venez d'entendre Arnaud Robinet, maire de Reims et président de la Fédération hospitalière de France, qui a ouvert ce second épisode consacré à la santé mentale. Après avoir fait un état des lieux de l'état mental des Français et avoir jugé la perception de la santé mentale en France dans le premier épisode, nous allons aujourd'hui nous intéresser au rôle des villes dans la lutte contre les troubles mentaux. Arnaud Robinet l'a dit, la santé mentale doit être mise au cœur des politiques publiques car elle les concerne toutes, qu'on parle aménagement du territoire, sécurité, logement, sport, culture, numérique ou bien d'autres. Alors comment les grandes villes se saisissent-elles de cet enjeu ? Comment faire de la ville un environnement favorable au bien-être de ses habitants ? Arnaud Robinet nous a donné quelques pistes de réflexion. On vous propose aujourd'hui de les creuser aux côtés de Grégory Doucet, maire de Lyon et coprésident de la commission santé de France Urbaine, et Ziad Kodr, conseiller municipal à Arras, médecin urgentiste et vice-président de la Fédération hospitalière de France Nord-Pas-de-Calais. Bonjour. 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 Alors on le sait maintenant, la ville peut fragiliser notre santé mentale. C'est le constat qui est fait régulièrement. C'est aussi ce dont on a discuté dans le précédent épisode. Aujourd'hui, les villes concentrent 55% de la population mondiale. Ziad Kodr, pourquoi la vie en zone urbaine peut aussi être un facteur de fragilisation de la santé mentale ? Oui, tout à fait. Les villes et les milieux urbains concentrent 55% de la population. Ça passera autour de 80% en 2050. La fragilisation de la santé mentale et l'émergence de troubles de la personnalité et de l'humeur sont les conséquences de l'interaction entre des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux multiples. En Europe, on compte 2 fois plus de schizophrènes en milieu urbain qu'en milieu rural. La crise sanitaire a été accélératrice de poids de ces facteurs environnementaux qui viennent s'ajouter au caractère anxiogène du moment. L'inflation, la guerre d'Ukraine, la crise écologique et énergétique. Ces facteurs sont multiples, sont d'ordre socio-économique comme l'habitat, le logement, la mobilité, le travail qui doit favoriser le contact social et l'estime de soi, la pratique du sport, l'accessibilité aux activités culturelles. Le vieillissement de la population et l'angoisse de l'isolement, même dans le milieu urbain, et non-accessibilité aux services de soins, majorent ce mal-être urbain. La jeune génération, avec sa crainte pour l'avenir et l'intégration de la dimension écologique, pousse parfois ces jeunes vers l'addiction des produits illicites tels le cannabis et altère cette santé mentale. D'autres facteurs peuvent se rajouter également, le bruit, le manque d'espace
de nature dans nos milieux urbains. On doit avoir un diagnostic le plus proche du terrain sur sa santé mentale, avec une variabilité de la réponse selon les quartiers et la population. Égalité doit tendre vers une équité, même à l'intérieur de nos villes urbaines. Votre constat va dans le même sens que celui qu'avait fait le docteur Rachel Baucher, chef de service psychiatrie du CHU de Nantes dans l'épisode précédent. Elle avait aussi insisté sur l'impact négatif du contexte actuel et de ces dernières années, entre la pandémie, l'inflation et la guerre en Ukraine. Elle nous a notamment parlé de l'importance d'être en harmonie avec son environnement, et on va pouvoir creuser ce sujet dans quelques instants. Mais avant ça, un autre point important, la nécessité de faire évoluer la perception de la santé mentale en sortant d'une approche uniquement sanitaire pour aller vers une approche politique et sociale. Grégory Doucet, comment pensez-vous les politiques publiques de santé mentale ? Alors merci pour votre question. D'abord peut-être, revenir sur des éléments un peu de constat, en matière de santé mentale, de redire à quel point aujourd'hui, le sujet a pris, on va dire une acuité importante. L'OMS, hein, constatait une augmentation de 25 des troubles de dépression et d'anxiété lors de la première année, de la pandémie, de la Covid. Bien évidemment, c'était lié à la situation, mais ça a permis de mettre en lumière le besoin de s'intéresser à la question de la santé mentale. Ce qui a été noté, c'est, finalement que les enfants étaient particulièrement, touchés par les troubles de santé mentale et les troubles d'anxiété, avec notamment une hausse assez importante des passages aux urgences, pour des troubles psychiques, pour les moins de 18 ans. Donc c'est plus de 65 hein, entre 2016 et 2021 d'augmentation donc des passages aux urgences. C'est dire à quel point aujourd'hui la santé mentale est devenue, un sujet majeur. Autre constat qu'on doit, j'allais dire malheureusement établir, c'est qu'aujourd'hui notre système de prise en charge, il n'est pas configuré pour être à la hauteur des besoins que j'évoquais un peu plus tôt. Ces besoins qui augmentent et on n'a pas assez de professionnels, malgré un engagement fort, hein, des professionnels et une volonté de répondre à ces besoins. On aura prochainement les Assises nationales de la pédiatrie et de la santé de l'enfant qui auront, je l'espère, enfin c'est même une certitude, qui seront l'occasion, eh bien, d'aborder la question de la santé mentale des plus jeunes et de ce fait, on peut penser qu'on aura, des réponses complémentaires. Pour autant, on doit se mobiliser, plus largement au-delà même du champ des professionnels si on veut pouvoir mieux traiter les problèmes de santé mentale et en particulier, chez les plus jeunes. Parce qu'en fait, la question de la santé mentale et la réponse de monsieur Codre un peu plus tôt, finalement, l'esquissait déjà un petit peu. C'est la santé mentale, c'est pas uniquement l'affaire des professionnels. Et si je me réfère à la définition de la santé de l'OMS, qui est un état complet de bien-être physique, mental et social et pas simplement une absence de maladie ou d'infirmité, cette définition de la santé, elle nous rappelle à quel point physique, mental, social sont liés, qu'on peut pas s'attaquer à la problématique de santé mentale si, on ne tient pas compte de, finalement, de toutes les problématiques. Ce qui veut dire qu'on doit considérer tous, les déterminants de la santé quand on veut, pouvoir, traiter des problématiques de santé mentale. Ah, les déterminants de la santé, ils sont nombreux, ils sont multiples et notamment un certain nombre, d'entre eux ne relèvent pas, simplement du champ pur, on va dire, classique de la santé mentale. Je pense en particulier à la question des inégalités sociales, enfin sur lesquels on doit être particulièrement vigilant et qui sont générateurs de problèmes de santé mentale. Donc on doit aujourd'hui associer au-delà des soignants, l'ensemble, on va dire des professionnels. C'est l'accompagnement social, c'est, l'éducation, on va dire l'ensemble des services publics même qui, globalement peuvent avoir une action sur, la santé mentale. On ne peut pas s'attaquer à la problématique de la santé mentale si on ne tient pas compte de toutes les problématiques, vous l'avez dit. Et c'est là aussi que les villes rentrent en jeu. On le rappelle, la santé mentale ne fait pas partie des prérogatives des villes et métropoles. Pourtant, elles sont nombreuses à s'engager et à innover sur cette question depuis plusieurs années. Grégory Doucet, quelles initiatives ont déjà été menées et comment pouvons-nous faire de nos villes un lieu propice à la santé mentale et à la prévention ? Alors c'est vrai que les villes sont pas, perçues nécessairement comme, des actrices clés pour pouvoir intervenir dans le champ de la santé mentale. Pour autant, c'est aussi l'affaire des villes, la santé mentale. C'était d'ailleurs, l'appel de Nantes qui était formulé ainsi, hein, l'appel de Nantes, du 2 décembre 2022, qui disait: «La santé mentale, c'est aussi l'affaire des villes». Ce texte, il mettait en avant la nécessité, pour les communes de se mobiliser. Elles sont déjà conscientes du rôle qu'elles peuvent jouer en matière de santé mentale.
D'ailleurs, j'évoquais des constats un peu plus tôt et encore une fois, Monsieur Codre en parlait également plus tôt. On sait à quel point les environnements urbains peuvent être générateurs de bonne santé mentale ou au contraire de mauvaise santé mentale. Moi, je peux vous donner quelques exemples de ce qu'on a pu faire à Lyon pour illustrer le fait qu'on s'intéresse à ce sujet. D'abord, on est en train de mettre en place ici à Lyon un baromètre du bien-être. Et donc, on s'intéresse à ce que les citoyens et les citoyennes attendent de leur ville et ce qu'ils considèrent être le plus important pour eux. C'est une façon aussi de s'intéresser à la question de la santé mentale. Comme la majeure partie des villes, on a établi un contrat local de santé dans lequel un certain nombre d'actions sont dédiées à la santé mentale. Comme aussi beaucoup d'autres villes, on déploie des conseils locaux un conseil local de santé mentale. Alors ces instances, elles n'ont pas vocation à soigner, mais plutôt à mettre en réseau, en situation de coordination, un ensemble de professionnels et donc de créer finalement un écosystème favorable à la prise en charge d'un certain nombre de problématiques qui sont liées au bien-être ou à la santé mentale à tous les âges de la vie. Ça, c'est effectivement, c'est nécessaire. En matière on va dire, d'environnement, et d'environnement favorable à la santé et notamment à la santé mentale, les villes ont un rôle fondamental à jouer aussi sur des choses très simples et c'est ce qu'on fait à Lyon comme ça peut se faire dans d'autres villes. D'abord, à commencer par la présence de la nature en ville. C'est pas un maire écologiste qui le dit, mais l'OMS, avoir accès à 10 mètres carrés de nature par habitant à proximité de chez soi et de nature a généré du bien-être et une situation de bonne santé mentale. Donc, eh bien, verdir, végétaliser davantage les villes est de fait synonyme d'un environnement favorable à la santé et à la santé mentale. De la même façon, encore une fois, là, je vous cite un exemple lyonnais, établir ce qu'on appelle ici, nous, des rues aux enfants, c'est-à-dire piétonniser les abords des écoles, créer des espaces à la fois sécurisés pour les enfants, mais aussi des espaces apaisés aux abords des écoles qui deviennent assez rapidement, parce que les enfants et les parents les investissent, qui deviennent des espaces de lien, de rencontre. Favoriser le lien entre chacune et chacun, c'est aussi créer des environnements favorables à la santé. Donc, on a cette responsabilité en tant que maire de créer des villes qui sont favorables à la santé et favorables à la santé mentale. Merci pour ces exemples très concrets. Vous avez notamment évoqué le Conseil local de santé mentale. Alors pour rappel, c'est une instance de concertation locale qui vise à rassembler l'ensemble des professionnels de la santé mentale et de la psychiatrie, mais également les associations et institutions du secteur social et médico-social, l'éducation nationale et l'ensemble des autres acteurs au champ de compétences complémentaires. Leur objectif est donc de décloisonner les différents services et de créer un écosystème de professionnels afin d'améliorer l'accès aux soins et à la prévention. Ziad Kodr, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ces conseils locaux de santé mentale et de leur fonctionnement? La politique de santé mentale doit désormais évoluer vers des modes d'action coordonnés entre les champs sanitaires, médico-sociaux et sociaux, économiques, écologiques, mais également dans les champs de l'éducation. Le contrat local santé mentale est porté par les élus. Je rejoins Grégory Doucet, c'est pas vraiment d'une compétence des villes, mais peut-être des intercommunautés où les villes font partie de ces intercommunautés et on doit avoir un rôle important dans la vie de nos citoyens. Il faut effectivement soit porté par les professionnels de santé, la psychiatrie, certes, mais pas seulement. Il faut les professionnels du champ social, médico-social, une place très importante aux usagers, à nos citoyens, nos habitants de ville. La santé mentale, il l'a précisé M. Doucet, doit être intégrée dans une démarche de santé globale. Si la santé physique est la jambe droite, la santé mentale doit être la jambe gauche pour avancer dans la même direction et on est soumis aux mêmes facteurs environnementaux pour qu'on avance très bien et de manière synchrone. Cette démarche synchrone doit dépendre des facteurs environnementaux, nécessiter d'avoir une approche interdisciplinaire, intégrant la prévention, parce que la santé ne se résume pas aux soins. Ça doit intégrer la prévention, l'offre de soins psychologiques et psychiatriques, le travail sur la qualité de vie dans nos villes, sur différents domaines. Le stress, le bruit, l'accessibilité à la culture, la pratique du sport, travailler sur l'habitation, sur les climats,
présence d'espaces nature dans nos rues, nos villes, devant les écoles, comme il précise Grégory Doucet à Lyon, avec une réponse variée selon les quartiers. Place à lutter contre l'inégalité sociale, favoriser, travailler sur la santé globale, mentale et physique de nos concitoyens, peut favoriser le lien de vivre ensemble. Le contrat local de santé mentale doit avoir absolument des ponts avec le contrat local de santé. Donc il faut ces ponts soient tissés d'une manière très étroite. Doit répondre au diagnostic cité ci-dessus tout à l'heure par moi, par Grégory Doucet, et l'approche globale, et décliner des ateliers autour, par exemple, des préventions du suicide, de jeunes jusqu'à la personne âgée. Effectivement, de plus en plus, il y a un retour de nos personnes âgées vers nos milieux urbains, et on doit prévenir l'isolement des personnes âgées et les personnes vulnérables dans nos quartiers, dans nos villes. Cet épisode touche à sa fin, donc si vous voulez ajouter quelque chose, c'est le moment. Moi, avec la permission du président, je pense la santé dans sa globalité ne doit pas se résumer aux soins, je me répète, et doit avoir une affaire de nos élus locaux, territoriaux, peut-on avoir une place régalienne dans l'État. Non, comme le disait Monsieur Codre à l'instant, la question, l'établissement d'une bonne santé mentale pour toutes et tous relève en premier lieu d'actions de prévention. Et c'est pour ça que les villes ont un rôle majeur à jouer, je le disais un peu plus tôt. Créer des environnements favorables à la santé, en pensant l'aménagement urbain, en pensant les bâtiments, travailler ne serait-ce qu'avec les professionnels du bâtiment pour créer des environnements, pour créer des habitats qui soient favorables à la santé. Tout ça, c'est l'affaire des élus locaux. Et quand on sera parvenu à créer des environnements favorables à la santé, on aura fait une bonne partie du chemin. Et effectivement, il restera sans doute encore l'accès aux soins à envisager. Mais agissons d'abord en premier lieu sur la prévention et créons des villes qui soient favorables à la santé. Ça sera ça mon mot de la fin. Merci à tous les deux d'avoir participé à cet épisode. Construire des villes du bien-être, c'est l'objectif des grandes villes et des métropoles. On l'aura compris à travers ces 2 épisodes consacrés à la santé mentale. Il faut pour cela favoriser une médecine de parcours et améliorer la coordination entre les professionnels du soin, favoriser la prévention et développer des collaborations inédites avec d'autres politiques locales, comme l'aménagement urbain, le sport ou la culture, pour créer un environnement et un cadre de vie favorable à la santé physique et mentale. Merci à tous d'avoir écouté Échos Urbains, le podcast de France Urbaine. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos contacts et à vous abonner. Et on vous dit à bientôt.